Bonjour à tous, merci d'être venus assister à ce talk. Aujourd'hui, on va vous parler programmation fonctionnelle en Kotlin avec une librairie qui s'appelle Arrow. Moi, je m'appelle Ghislain Mailleux, je travaille dans une boîte qui s'appelle Sagi depuis 2 ans. Là. Chez Sagi, on fait du Kotlin. Et moi, ce qui me tient à cœur, en fait, c'est qu'on fait du Kotlin côté back, on ne fait pas de l'Android. Kotlin, c'est aussi un langage qui permet de faire du back et de bonnes applis en back. C'est pas que pour Android. Et voilà. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Pierre Loresteux, je suis également tech lead à Sagi. Et comme vous disiez Ghislain, voilà, toute notre stack back-end JVM est sous Kotlin. Et aujourd'hui on a décidé de vous parler de programmation fonctionnelle en Kotlin. C'est un sujet qui nous tient à cœur depuis quelques mois et quelques temps déjà dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que ni Ghislain ni moi, nous sommes des experts en programmation fonctionnelle, dans le sens où on n'est pas venu par la branche des mathématiques ou de la théorie des catégories ou autres théories mathématiques pour découvrir la programmation fonctionnelle. On avait tous fait un petit peu en Scala ou autre langage comme ça, mais on avait une approche assez basique. Et en Kotlin, en fait, on est rentré dans la programmation fonctionnelle plutôt via le code. Pour ça, on a été aidé quand même par une personne qui faisait du Scala, qui elle avait l'habitude de faire de la programmation fonctionnelle et qui nous a dit c'est dommage parce que Kotlin, on peut faire des choses vachement bien en programmation fonctionnelle. Et du coup, c'est ce qu'on va essayer de vous montrer pendant ces quelques minutes. Donc comme on n'est pas des experts, on ne parlera pas de mots barbares, qui sont barbares quand on ne les connaît pas en fait. Donc on va rester quand même, on va survoler ces notions mathématiques pour justement s'intéresser plus au code. Ce qu'il faut savoir, c'est que la programmation fonctionnelle avec Kotlin, en fait, c'est une vieille histoire, puisque dès le début, en fait, Kotlin a été déjà prévu pour faire de la programmation fonctionnelle. Par exemple, si on prend un langage comme Java, où la programmation fonctionnelle est devenue s'ajouter à une API existante, là, l'API de Kotlin a déjà été designée pour de la programmation fonctionnelle. Donc, c'est quelque chose qui reste assez simple, assez pragmatique à mettre en œuvre. Et pour vous montrer, en fait, un exemple assez simple, ce qu'on va faire, c'est qu'on a un petit programme très simple, qui va juste afficher sur la sortie standard la table de multiplication de 5, à raison d'une ligne par entrée. Donc c'est quelque chose d'assez simple, et si on le faisait de manière naïve, très naïve, en impératif, en fait, on pourrait faire une fonction comme ça qui a 10 println à la suite. Je pense que peu d'entre vous codent comme ça, ou alors c'est peut-être un problème. Mais du coup, ce qu'on peut faire, c'est plutôt dans ces cas-là faire une boucle, qui est un peu plus simple en fait à appréhender les choses. En Kotlin, les boucles for, c'est pas super parce qu'il y a des choses qui sont un peu plus sympas. Donc là, on partirait plus sur quelque chose comme ça en fait, avec un range d'entiers. Et puis pour chacun des entiers, en fait, on va appeler la fonction println. Et dans la chaîne de caractères, dans la string, on va venir ajouter le int, donc l'entier qui est extrait. Et dans l'expression language, on va venir faire le calcul de la multiplication. Donc là, on est dans une approche qui n'est pas fonctionnelle. Et comment est-ce qu'on pourrait faire, en fait, pour transformer ça en du fonctionnel? En fait, ce qu'on aime bien dans la programmation fonctionnelle, c'est d'avoir des fonctions qui vont avoir un but et un seul but. Pourquoi? Parce que plus la fonction est petite, plus c'est facile de la tester. Et aussi que la fonction va avoir quelque chose en entrée, et elle va faire quelque chose, elle va retourner quelque chose en sortie. Le but aussi, c'est d'éviter tous les effets de bord qu'on pourrait avoir. Là, ce qui, moi, me dérange, alors pour faire la table de 5, je me serais sûrement arrêté ici, je n'ai pas fait de programmation fonctionnelle, mais là, ce qui me dérange, en fait, c'est que dans l'instruction, j'ai println, donc c'est quelque chose qui va écrire sur la sortie, j'ai ma chaîne de caractères qui est construite, donc j'ai une notion de formatage, et j'ai une notion de calcul aussi, le 5 fois it. Donc en fait, j'ai trois principes fonctionnels qui apparaissent. Enfin, je peux découper en 3 fonctions. Donc la première chose que je pourrais faire, en fait, c'est utiliser sur mon range l'opérateur map. L'opérateur map, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre un type en entrée, ici un entier, et il va me le transformer en une chaîne de caractères. Et du coup, sur un range, en fait, il va me transformer en une collection, enfin une liste de chaînes de caractères. Et c'est cette liste-là qui va être for eachée, si je peux dire, enfin qui va rentrer dans le for each et qui va s'afficher. En fait, en faisant ça, c'est que là, je dissocie l'affichage du formatage. Et puis, si on veut même aller encore plus loin, en fait, le calcul, je peux également le sortir. Alors là, j'ai décidé de le sortir en fait en créant une paire qui contient en premier élément le it, donc l'index, et en deuxième le calcul. Et puis, du coup, mon deuxième map, maintenant, ne prend plus un entier, mais prend une paire d'entiers, qui est l'index et la valeur, et c'est elle qui va formater l'affichage. Et enfin, à la fin, je fais mon for each. L'avantage d'avoir quelque chose comme ça, c'est qu'en fait, on va dissocier le calcul,
le formatage et l'affichage. Donc là, on était sur un cas très très simple, mais il faut imaginer que dans la vraie vie, on ne fait pas des tables de multiplication, pourquoi pas, mais on peut avoir quelque chose de beaucoup plus complexe. Et du coup, de séparer en fait des besoins métiers, en fait, ça va permettre déjà de mieux les contrôler et de les réduire à un scope simple d'une fonction. Donc on était parti, on commençait déjà à faire des choses comme ça. Et en fait, un problème qu'on a rencontré, c'est que qu'est-ce qui se passe si dans ma fonction calque, j'ai une exception qui remonte ? Du coup, ça va bloquer toute ma chaîne, ce qui est logique. Mais du coup, comment est-ce qu'on est capable de gérer ? Est-ce que cette exception-là, qu'on a envie de remonter, est-ce que en fait, c'est peut-être pas une exception grave ? Peut-être qu'on a besoin de faire d'un traitement suite à cette exception-là avant de repasser dans le map de format. Et du coup, en fait, avec l'API standard, on n'avait pas moyen de contrôler finement ces notions-là. Donc c'est pour ça qu'on est arrivé à quelque chose en utilisant une librairie qui s'appelle Arrow, que Ghislain va vous présenter. Oui, donc Arrow, c'est une librairie qui a été développée sur Kotlin, qui elle implémente tous les concepts fonctionnels, tous les gros mots du nuage de mots qu'on a vu tout à l'heure là. Ils ont leur équivalent en tant que classe dans Arrow. Nous, on a utilisé Arrow, mais pas pour ça, parce que ça nous paraissait trop compliqué au début, parce que c'était quelque chose qu'on ne maîtrisait pas du tout. Mais pour autant, à côté de ça, il y a des types qui vont nous être utiles en fait, et qui vont permettre d'améliorer la robustesse de notre code et sa fiabilité. Notamment, comme le disait Pierre, pour tout ce qui est gestion des exceptions, c'est quelque chose, on le verra juste après, qui nous permet d'écrire du code plus robuste et qui est moins sujet aux exceptions inattendues en fait. Du coup, en fait, je vais vous présenter Arrow par le côté où nous on l'a pris en fait, où on allait chercher les types qui nous parlaient et qu'on comprenait d'entrée en fait, sans aller chercher les trucs un peu compliqués du nuage de mots qu'on a appris par la suite en fait, à force de l'utiliser et qu'on a commencé à utiliser plus souvent. Mais à mon sens, en tout cas chez nous, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est par là qu'il faut commencer pour mettre le pied dedans. Parce que, moi, pour ma part, je m'étais plusieurs fois cassé la figure en essayant d'apprendre la programmation fonctionnelle en partant sur la théorie, en fait. Du coup, qu'est-ce qu'on est allé chercher dans... c'est bon, tout le monde voit, là qu'est-ce qu'on est allé chercher dans Arrow au tout début ? Au tout début, il y a un truc qui s'appelle Option. Alors, Option, vous connaissez sûrement déjà, parce que c'est... grosso modo, l'équivalent de l'optional de Java, qui arrive en Java 8. Du coup, vous voyez là, j'ai deux chaînes nullable. Je les mets dans un optional d'un côté et dans un option de l'autre. Globalement, j'ai les mêmes opérations, que ce soit dans l'API Java ou dans l'API Arrow. Ça me fait à peu près la même chose. La seule différence ici, c'est que j'ai un fold, là où ici, j'ai un if present or else. Alors l'avantage d'avoir un fold ici, c'est que ça c'est une méthode qui est proposée par Arrow, et c'est quelque chose qu'on va retrouver partout sur tous les types qui contiennent des résultats. Et en fait, qui peuvent contenir soit un résultat attendu, soit autre chose. Et à chaque fois, en fait, cette méthode fold, elle va nous permettre de gérer les deux cas, et en fait, elle va nous obliger à gérer les deux cas, en fait. Pas uniquement le cas où tout se passe bien, mais aussi le cas où il y a potentiellement un problème. Et dans le cas de l'option, c'est dans le cas où c'est vide. Donc comme je vous ai dit, il n'y a pas énormément de différence sur cet objet-là entre un option et un optional. Si ce n'est par exemple des petits trucs sympas qui là aussi pareil sont issus de la programmation fonctionnelle, comme par exemple le product, qui va vous permettre, en ayant deux options, si par exemple ici, si je les affiche ici par exemple, en gros, ça va m'afficher mes deux valeurs uniquement dans le cas où il y a quelque chose dans les deux. Là où, avec mon optional, je devrais tester est-ce qu'il y a quelque chose dans mon premier et dans mon deuxième. Dans ce cas-là, je fais ce que j'ai à faire. Là, la méthode product, elle va renvoyer une option qui contient un tuple qui contient lui-même les valeurs attendues des mes deux options. Par exemple, si on imagine, si à la place d'avoir A, B, C, D, E, F, on voit ici que j'ai mon tuple qui marche bien parce que j'ai quelque chose dans mes deux options. Si je mets un nul à cet endroit-là et que je relance,
on voit ici que j'ai un none. None, c'est mon option, elle est vide. Et du coup, mon map ici, il n'est pas appelé. Et j'ai pas de test à faire en fait. C'est que automatiquement, cette méthode product, en fait, elle va permettre de regrouper, de me créer une option à partir de 2 options en fait. Donc ça, c'est des petits trucs sympas qu'on utilise et qui nous simplifient la vie un peu tous les jours. Mais le vrai truc pour lequel Arrow a été intéressant chez nous, c'est pour tout ce qui est gestion des exceptions. Donc là, j'ai un petit bout de code. L'idée, c'est que je vais aller charger un fichier pour l'afficher. Donc soit je le charge à distance sur un serveur, soit je l'ai en local, soit j'ai une méthode qui renvoie des données en cache. Donc là, on voit que mon file downloader, là, par défaut, pour l'exemple, il renvoie systématiquement une exception. Et en fait, la façon naïve de le gérer, ce serait de faire un try-catch. En fait, je fais un try de récupérer mon fichier. Si je ne l'ai pas, je catch l'exception et puis je fais autre chose. Sauf que dans le cas où c'est des runtime, par exemple, on n'y pense pas forcément toujours, ou des fois il y a des effets de bord qu'on ne maîtrise pas trop. Et en fait, pour ça, dans Arrow, il y a un type qui s'appelle Either, qui peut contenir 2 valeurs. Soit une valeur à droite, la valeur right, celle qui est bonne, celle à laquelle on s'attend en fait, soit une valeur left qui est, dans la plupart des cas, qui est l'exception en fait. Et en fait, d'avoir un objet qui contient les deux, ou qui peut contenir les deux, ça va nous obliger, en sortie de la méthode, à traiter le cas où ça se passe mal. Chose qu'on n'est pas obligé de faire avec des throws. Alors en fait, l'objet ne contient pas les deux, il contient soit l'un. Oui, c'est soit l'un, soit l'autre, en fonction des cas. Là, par exemple, si je fais mon load remote data et que je lance comme ça, comme mon file downloader il me lance une exception, j'obtiens un left avec à l'intérieur mon IO exception qui me dit que j'arrive pas à avoir les remote data. Et en fait, cette API avec Ether, elle arrive avec des trucs un peu sympas. Par exemple, voilà, si je mets mon fold, dont je vous parlais juste avant, je vais pouvoir faire un println un peu plus joli. Bon là, dans les 2 cas, je fais un println de soit le contenu du fichier, soit l'erreur. Donc là, j'affiche mon exception. Le Ether va quand même permettre de les gérer de façon un peu plus intelligente. C'est que dans le cas où ma fonction ici, elle ne me renvoie pas ce que j'attends, j'ai une fonction handleErrorWith qui va être appelée uniquement dans le cas où j'ai un left dans mon Ether et qui va faire un fallback en fait sur mon autre méthode load local data qui elle-même renvoie un Ether. Du coup là, quand je lance, voilà, j'ai une autre exception qui me dit j'arrive pas à charger les données locales, etc., jusqu'à ce que, au final, je finisse par arriver sur mon load cache data qui lui renvoie quelque chose et qui me sort dans ce cas-là un write. Du coup là, je vais pouvoir juste enchaîner mes appels. J'ai aucun try catch nulle part et je suis sûr qu'à la sortie de ce code-là, je ne vais pas avoir une exception qui va popper dans ma stack trace, que je ne vais pas catcher, qui va finir en stack trace dans mes logs. Là, mon bout de code, il est fiable, il est robuste, et puis il ne peut pas se passer quelque chose que je n'ai pas prévu, en fait. Et clairement, c'est le truc pour lequel Arrow nous a énormément servi et qui a permis de fiabiliser vachement notre code. Alors, comme vous pouvez le voir ici, le try est deprecated. Néanmoins, si vous décidez d'utiliser Arrow, c'est plus simple de commencer par là. Maintenant, il y a d'autres façons de le faire. En fait, chez Arrow, ils ont décidé de le remplacer par un Ether catch. Et l'inconvénient, entre guillemets, c'est que ça utilise les coroutines. Et du coup, il faut être dans un contexte de coroutine pour que ça fonctionne bien. L'idée derrière, c'est qu'en programmation fonctionnelle, les effets, on les repousse aux extrémités, en fait, et le fait de l'avoir comme ça, avec un Ether catch, c'est que le code n'est pas forcément exécuté tout de suite, et du coup, ce sera exécuté plus loin, comme c'est le cas avec un autre type qui a été implémenté encore après, qui est le type IO, qui est fait exprès pour faire des appels d'IO, justement, qui ont des effets, en fait. Et là, pour le coup, quand je vais créer un IO, donc j'ai mes mêmes appels, en fait,
Ça utilise les coroutines aussi. Hop. Quand j'ai créé un IO, je vais faire mon appel de fonction, le code ne va pas être exécuté. Mon code ici, quand j'appelle load remote data, il me renvoie juste une fonction avec un objet IO avec une fonction à l'intérieur qui n'est pas exécutée. Donc là, en fait, je fais de la déclaration. Et c'est quand je vais faire mon attempt et mon unsafe run 5 que là, tout va être évalué, en fait. Donc c'est la petite différence entre le try du début et le IO. Alors, en sachant qu'on nous encourage vraiment maintenant à utiliser l'IO, mais c'est soumis au fait que derrière, il faut faire de la coroutine ou des trucs un peu comme ça. Donc ça, c'est là par où on a mis le pied dans Arrow. Et puis petit à petit, en creusant, en ayant de nouveaux use cases dans nos devs, eh ben, on s'est retrouvé face à certaines problématiques et on s'est dit, bah, tiens, il y a peut-être des trucs qui vont nous aider dans Arrow également. Et en fait, on a trouvé aussi, il y a une classe qui s'appelle Validated, qui permet de faire de la validation, comme son nom l'indique. En gros, là, l'idée derrière ça, c'est que, on l'a déjà tous vécu, ça, quand on remplit un formulaire sur le net, on valide, on a une erreur parce qu'on a oublié de remplir tel champ ou qu'on n'a pas tel truc, et du coup on le corrige, on revalide, et là on a une autre erreur qui nous dit il y a aussi ça qui n'est pas bon, etc. L'idée avec le validated, c'est qu'on va appeler de façon séquentielle nos validations, et puis derrière ça va s'empiler dans une liste d'erreurs de validation. Donc là j'ai fait un petit objet personne avec un nom et un âge, avec des petites règles. Voilà, donc en gros, cette personne-là est valide. Donc là, le validated, en fait, c'est un peu comme le Ether, c'est que soit il renvoie quelque chose de valide, l'objet attendu qui est valide, soit une liste d'erreurs de validation, en fait. Donc là, il me renvoie bien mon objet valide. Et là, dans ce cas-là, j'ai limité la taille du nom à 10, il ne doit pas y avoir de chiffres à l'intérieur, et l'âge doit être cohérent, et du coup, on voit que ça me renvoie bien une liste qui contient toutes mes erreurs. Alors comment ça fonctionne ? Là, on va rentrer un peu plus dans des trucs qui peuvent faire peur au début, quand on ne fait pas de programmation fonctionnelle, notamment quand on va voir ça, ce genre de choses-là. Mais une fois qu'on fait abstraction de ça, c'est assez simple en fait. J'ai ma personne, ici, une extension. J'ai juste lui dire valide-moi le nom, valide-moi l'âge. Donc par exemple pour l'âge, j'ai fait une méthode check. Ici, en fait, elle vérifie un prédicat. Et dans le cas où le prédicat est valide, elle renvoie. Alors une valide nil, c'est juste un objet validated qui contient l'objet. En fait, là, dans ce cas-là, c'est l'objet est valide. Et dans ce cas-là, dans l'erreur, il en renvoie en tant qu'invalide nil. Donc en gros, il met l'erreur dans une liste qui renvoie dans la partie invalide du validated. Et pareil pour le nom. Et en fait, c'est tout ce que j'ai besoin de faire à ce niveau-là. J'ai appelé mon validate. Les choses, en fait, elles vont s'empiler. Dans le cas où il y a une erreur à un endroit, ça va s'empiler dans la liste des erreurs. Et à la fin, je vais me retrouver avec un validated qui est soit ce que j'attends, soit une liste d'erreurs. Et dans le cas où c'est un left, donc ma liste d'erreurs, je lui dis, voilà, tu m'affiches la liste des erreurs. Et c'est ce qui est fait ici. Ça, mine de rien, pour faire de la validation, c'est vachement pratique parce que, en fait, on le fait presque de façon déclarative, en fait, où on liste juste tout ce qu'on veut valider et puis ça s'empile automatiquement, quoi. Et si cette partie-là, qui est un peu compliquée à comprendre et que je vais pas avoir le temps d'expliquer là, au début, elle est un peu compliquée. Si on veut avoir un style d'écriture qui est plus compréhensible, on peut très bien faire on peut très bien sortir dans une fonction et avoir quelque chose de beaucoup plus lisible et compréhensible sous cette forme-là. Et du coup, là, même si derrière les concepts fonctionnels, on ne les maîtrise pas encore au moment où on écrit le code,
ça n'empêche pas d'écrire un code de validation qui est compréhensible et qui peut être maintenu par n'importe qui. De la même façon que quand on utilise une API, on ne connaît pas forcément la façon dont elle est implémentée derrière, là c'est un peu pareil en fait. Mais ça n'empêche pas derrière, une fois qu'on commence à maîtriser les choses, d'aller creuser et voir vraiment comment ça fonctionne. Je te laisse. Oui. Du coup, le principe aussi de la programmation fonctionnelle, c'est d'avoir des fonctions qui se suffisent à elles-mêmes et qui vont gérer tous les différents effets de bord. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y avait des appels à une API externe, des appels au système de fichiers, etc. C'est des choses qu'on a du mal à maîtriser finement, en tout cas, nous les exceptions. Donc là, j'ai un petit programme avec une fonction main. Son but principal, c'est de lancer une commande Kubernetes à l'aide de l'outil en ligne de commande kubectl. Pour ça, elle va chercher sur la machine si la commande existe. Et puis du coup, elle me remplit ça dans la variable kubectl pass, qui du coup est de type string nullable, chose qui me fait mal aux yeux. Mais voilà, là, je n'avais pas forcément le choix, puisque si elle n'existe pas, du coup, dans mon catch, dans ces cas-là, il va télécharger la version de kubectl propre à l'OS et il va l'installer, et du coup, j'aurai le bon pass. En fait, comment ça se passe, c'est que là, j'ai fait que des appels à mes fonctions vers une librairie tierce, peu importe, sur lesquelles on va dire que j'ai pas la main sur le code. D'accord ? Donc, j'utilise une librairie qui va me remonter des exceptions ou qui va me remonter certaines choses. Donc du coup, moi, je vais être obligé d'encapsuler et de protéger ces différentes fonctions. Je peux le lancer. Alors ce que je n'ai pas montré, c'est qu'à la fin, en fait, il exécutait la commande. Donc là, on voit peut-être pas très bien, mais en fait, là, il a exécuté la commande, ça s'est bien passé. Donc il y a des randoms qui sont faits. Oui, en fait, l'objet OS, là, c'est un truc qui renvoie des erreurs de façon random. Hein. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Voilà. Et donc là, je me prends une stack trace parce qu'il y a un truc que j'ai pas testé, c'est que voilà, mon download et install kubectl, en fait, lui aussi pouvait me remonter une exception, mais elle, du coup, elle est plus dans mon try-catch. Donc c'est un peu compliqué, donc il faudrait que je refasse un autre try-catch à l'intérieur, etc. Voilà. Donc, en programmation fonctionnelle, en fait, on va pouvoir faire ça un peu plus simplement. C'est qu'en fait, on va dire que cette fonction-là, du coup, pas ça, c'est un IO, celui-là. Et du coup, je vais encadrer en fait mon appel dans un IO. Et puis lui, du coup, je vais lui dire, maintenant son type de retour, c'est plus une string, mais c'est un IO de string. Je vais faire pareil pour l'install. Hop. Et puis du coup, je vais changer mon code ici. Je vais le laisser dessous pour l'instant, mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler ma première fonction. Donc là, ça va ressembler un peu à ce que Ghislain vous a montré tout à l'heure, parce que du coup, là, je vais faire un handle error with. Et puis là, je vais pouvoir appeler ma deuxième fonction. Hop. Donc là, en écrivant ça, en fait, c'est tu essayes de récupérer le pass. Si ça ne marche pas, tu l'installes. Et puis, du coup... Et du coup, tu vas me le lancer. Et en fait, là, à l'intérieur de cette lambda-là, en fait, là, je vais récupérer un header de throwable, donc qui va contenir soit l'exception de mon getPass for kubectl ou le de l'autre, enfin le getPass for kubectl non, parce que du coup, elle va être catché par le handle error with. Mais du coup, je vais récupérer soit une exception qui est remontée lors du download et install kubectl, ou soit la chaîne de caractères qui correspond à mon kubectl pass. Donc du coup, je peux renommer mon hit de manière plus jolie. Je vais exécuter et surtout, là, j'ai plus besoin maintenant de mes doubles points d'exclamation. Ouf. Faut que tu fasses ton fold. Faut que je fasse mon fold, oui. Donc comme j'avais un header, en fait, du coup, il faut que je fold dessus. Et du coup, dans le fold, j'ai soit un if left ou if right. Donc si c'est à gauche, du coup, là, je vais faire un println erreur qui va juste afficher l'erreur, c'est un throwable. Et puis un if right. Et c'est là où je vais mettre ça. Voilà. Du coup, là, je peux virer mon code qui était dessous. Et du coup, là, on voit qu'en termes de lisibilité, quand même, on gagne quand même vachement par rapport au try-catch qu'on avait juste au-dessus. Enfin, surtout, j'ai plus de string nullable. Et puis en plus, ouais. Donc là, il plante aléatoirement. Donc le but, c'est que on voit. Donc là, il a planté sur le premier, mais il a réussi à installer le deuxième. Il m'a quand même exécuté ma commande. Donc en fait, là, j'arrive à quelque chose où du coup, j'ai géré tous les cas d'erreur.
Et alors le but en fait, quand on dit gérer les cas d'erreur, c'est-à-dire que mes fonctions ici, elles ne doivent pas se préoccuper de qui va l'appeler, comment on va utiliser cette fonction-là. Elle, son but, c'est d'appeler le OS cherche binary. Si ça plante, bah ça plante. Ça sera à l'appelant de vouloir gérer, de savoir ce qu'il doit faire s'il y a une erreur. C'est pas à cette fonction-là de décider qu'elle doit faire de la reprise, etc. Parce qu'elle ne sait pas par défaut qui va l'appeler. Donc le but, c'est vraiment, au-delà de la programmation fonctionnelle, en fait, c'est vraiment d'arriver à séparer les fonctions. Ça nous permet d'en rentrer dans un autre contexte. C'est ce qu'on a fait beaucoup, en fait, c'est que en fait, on va vraiment créer des fonctions qui, on ne sait pas qui l'appellent. Leur but, elles ont un but simple, elles ont quelque chose en entrée. Et si je l'appelle 15 fois avec la même chose en entrée, je devrais avoir la même chose en sortie, sauf si je suis dépendant d'un système extérieur. Mais le but, c'est que si je suis dépendant d'un système extérieur, je dois être capable de ressortir une erreur assez propre. En plus, en Kotlin, on a moyen de faire des exceptions. Enfin, là, c'est ce qu'on fait ici, quoi. C'est qu'on a mappé toutes nos exceptions dans des propres exceptions qu'on avait nous-mêmes. Et du coup, on arrive à quelque chose en fait où du coup, le code qui ordonnance en fait toutes les fonctions reste lisible, reste maintenable. Et puis, on a chacune de nos fonctions qui elles aussi reste lisible, reste testable beaucoup plus facilement qu'elle ne l'était auparavant. Et puis, bah, on évite d'avoir, comme on avait là avant, un type nullable qui pourrait potentiellement planter ou autre si on le gère assez mal. Et du coup, il y a aussi en fait, tous les effets, ils sont reportés dans le unsafe run a5. En fait, ma méthode getPath for kubectl et download and install kubectl, elles font pas vraiment les appels à ma classe OS. Donc il n'y a pas d'effet. Et du coup, je sais que ces méthodes-là, elles vont toujours me renvoyer la même chose. En fait, peu importe le nombre de fois que je vais les appeler, elles vont pas planter. C'est au moment où je vais faire mon unsafe run a5 où l'IO sera exécuté vraiment, où potentiellement je vais avoir une erreur et que c'est à ce moment-là seulement que je vais les traiter en fait. Et du coup, ça permet d'avoir un code qui est vachement plus simple à lire et pas plein de try-catch de partout, quoi. Donc là, par exemple, on est rentré dans le cas là, du left où du coup, bah, le download a retourné une exception. Et du coup, là, elle était gérée, alors que tout à l'heure, elle n'était pas gérée en fait. Et donc voilà. Donc voilà, ce qu'on a essayé, voilà, c'était en une trentaine de minutes d'essayer de vous montrer quelques notions de programmation fonctionnelle, notamment avec Arrow, qui est une librairie qui évolue constamment, qui est très bien maintenue par toute une équipe qui sont en Espagne, je crois. Et la doc est vraiment bien faite. Et ce qui est important aussi, c'est d'avoir conscience que on n'est pas forcément obligé de maîtriser les concepts théoriques de la programmation fonctionnelle pour en faire. En fait, là, bah ça, c'est vraiment c'est de la programmation fonctionnelle, sauf que on s'en rend pas forcément compte. En fait, moi, je sais que pendant longtemps, ça m'a fait peur quand on me parlait de programmation fonctionnelle parce que j'y comprenais rien en fait à tous ces termes un peu barbares. Et puis au final, on en fait sans forcément s'en rendre compte et on en tire tous les bénéfices en fait directement, quoi. Donc voilà, c'est ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si on a le temps pour des questions. Merci pour la présentation. Dans la pratique, je voulais savoir sur vos projets, est-ce que du coup vous avez plutôt tendance à utiliser les validated NEL ou finalement, pardon, je recommence. Est-ce que les Ether, vous en savez vraiment sur vos projets actuellement, ou est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez mais que finalement vous n'utilisez pas tant que ça? Les Ether, en fait, le Arrow, c'est un de nos collègues qui lui faisait de la programmation fonctionnelle et qui avait fait du Scala et qui utilisait une librairie qui est un peu équivalente qui s'appelle Cats. Et c'est lui qui arrivait avec ça. Sauf qu'il était parti tout de suite dans le dur et puis du coup on l'a vachement freiné parce qu'on s'est dit nous on ne comprend rien du tout à ce que tu nous fais là. Et puis du coup il s'est calmé un petit peu et puis il nous a dit tiens regardez commencez par ça, il y a des heures. Et justement on démarrait une de nos apps et du coup on a commencé à l'utiliser dedans et en fait on en a mis partout. Et en fait, petit à petit, on l'a répercuté aussi sur tout. Enfin, au début, il y avait un seul de nos projets qui utilisait Arrow, et maintenant, je crois que tous ceux sur lesquels on repasse, en fait, voilà, pour ajouter des features, on rajoute. On l'ajoute parce que c'est vraiment super. En fait, quand on le livre, ce code maintenant, on n'a pas peur que ça pète en prod, en fait, parce que on sait que comme on a des erreurs partout et ce genre de choses. On a notre code qui est beaucoup plus fiable. Hein. Mais du coup, oui, on met des erreurs partout. Oui. Mais après, c'est aussi
problématique, c'est qu'on va avoir du code qui du coup va avoir des erreurs, des heures, donc qui du coup vont remonter un Ether. Et derrière, si l'appelant, lui, n'est pas capable de le maîtriser, c'est un peu problématique. Donc des fois, on est obligé de faire un fold pour pas retoucher toute la stack, parce que sinon, si tu rajoutes une feature, tu touches 150 fichiers, c'est compliqué. Et du coup, on refacto petit à voilà, petit. on refacto petit à petit, on se fait des ateliers comme ça pour repasser. Et en fait, on voit vraiment la différence. En fait, au fur et à mesure qu'on en rajoute, et ben on a des applis qui se comportent vraiment mieux à runtime en fait. Et la courbe d'apprentissage est assez simple quand on commence juste par ces notions-là au début, en fait. Ouais. Parce que si vous allez sur la doc d'Arrow, ça peut faire peur. La doc est très bien, mais très complète. Merci. Et ben merci à vous alors.